à nos enfants, d'après les historiens, d'après les témoins qui ont vécu ces sévices, pour leur dire oui, dans ce lieu, un autre lieu, tristement célèbre, c'est la ferme Amzienne à Constantine. La ferme Amzienne, quand on évoque son nom, la ferme Amzienne ne recherche. Il a Allah si je il ne sera pas rescapé. Et je vous dirais, M. Hassan Arab, que le traumatisme des rescapés est resté vif jusqu'à 60, jusqu'à leur mort. Tout ce qu'ils ont subi, la torture, l'ont subi dans leur chair physiquement, mais ils l'ont subi dans leur esprit, dans leur âme, parce que l'humiliation avait elle aussi atteint des limites inacceptables, surtout pour les femmes, parce que la torture va être accompagnée de tous les abus, Quand je parle d'abus, pour ne pas choquer un peu le téléspectateur, tous ceux qui sont en train de suivre cette émission, je m'abstiens d'évoquer un peu tout ce qui a porté atteinte à la personnalité algérienne et la dignité de l'être humain. Il y avait des villas, il y avait des fermes, même les écoles, certaines écoles ont été justement réquisitionnées pour pratiquer. La plus connue, c'est l'école Saroui. C'est l'école Saroui. Tous les témoins en parlent, tous les historiens en parlent. Et comme je l'ai souligné tout à l'heure, il faut consigner, il faut localiser les lieux. Il ne faut pas que ce lieu soit oublié, alors que des militants et des militantes ont transité par ces lieux, ont été malmenés, ont été torturés, ont été humiliés. Ces lieux, et j'oublie aussi de parler de la mise en place d'un service spécialisé dans la torture. C'est le DOP. Le dispositif opérationnel de sécurité qui va, lui, être généralisé, et on va le retrouver un peu partout. Chaque ville ou chaque campagne, elle avait son DOP. Son DOP avec... C'est un centre de torture. Un centre de torture avec ses spécialistes, avec ses tortionnaires professionnels. On ramenait, c'est le DOP qui doit fournir des renseignements à l'armée, à la police, pour suivre les pistes un peu et neutraliser cette lutte sur laquelle on ne va pas renoncer, quoi. Alors, il y a les écoles et l'installation de ces DOP, et puis il y avait certaines casernes. Certaines casernes militaires. À tous les casernements, presque tous les casernements à Alger. Je suis en train de recenser, c'est difficile, difficile de recenser un peu toutes ces villas, toutes ces écoles, toutes ces fermes. Et il appartient, c'est-à-dire que l'opération doit être commune, pas uniquement à Alger, mais un peu partout dans le pays, pour recenser les lieux où la torture a été pratiquée. Parce qu'il y a un danger de l'oubli, l'oubli est en train de nous menacer. Alors, je suis en train de recenser, et grâce à Ben Youssef Khadda, qui a consacré un livre un peu à la torture, recenser tous ces lieux, les localiser et les consigner dans des plaques commémoratives, pour que la mémoire, puisque vous travaillez dessus, les dossiers de la mémoire, cette mémoire, il faut qu'elle soit entretenue. La villa amzienne, je ne sais plus qu'est-ce qu'elle est devenue, la ferme amzienne, je ne sais plus, il va falloir un déplacement social pour nous informer sur la ferme amzienne. Et dans toutes les villes d'Algérie, y compris la ville où j'habite, Tiaret, il y a eu des DOP, il y a eu des casernements. Dans vos travaux, vous avez mis l'accent notamment sur la caserne, donc Fort l'Empereur. Fort l'Empereur, oui. Et la caserne du Sendé. Du Sendé. Où Jamila Boupacha a suivi l'atrocité de cette caserne. Absolument. Absolument. Les casernements militaires, les villas, les écoles, les fermes,
Tout était mobilisé. Après, en 1957, on torturait à domicile. À domicile, oui, il y a des témoignages. Moi, j'ai lu le livre de Madame Zahra Drif. Il s'est passé des choses horribles où on avait assisté à la torture d'un enfant de 12 ans. Un enfant sur lequel on n'a pas hésité à pratiquer la torture par l'électricité. Comment accepter, quelle est cette conscience humanitaire, quelle est cette conscience d'une France porteuse de liberté individuelle, porteuse de la révolution de 1789, est arrivée aussi bas, et comme le dit si bien notre avocate, qui respecte notre hommage et notre respect, Gisèle Halimi, elle vous dit que la torture déshumanise aussi bien le tortionnaire que le torturé. Le torturé, il est déshumanisé. On porte tête à sa dignité, à son corps, à sa personnalité. Et le tortionnaire, lui, se comporte aussi comme un être déshumanisé, puisqu'il est tout à l'aise de faire souffrir un être humain qui est dépourvu de ses moyens de défense. Hein. Il est d'abord mis à nu, première humiliation. C'est ce que l'Algérien, on lui dit déshabille-toi. Dès lors, c'est une atteinte à la personnalité. Nous, musulmans, nous, arabes, nous, algériens, c'est la pire des dramatique que de faire déshabiller quelqu'un devant d'autres êtres humains. Et quand on va lui subir la torture physique, déjà humilié quand il est mis à nu, les femmes aussi. Alors, les femmes, c'est encore plus dramatique que chez un homme. Une femme, sa pudeur, son corps, le viol aussi, ça a été une arme ignoble utilisée par l'armée française contre le peuple algérien, parce que le peuple algérien, il est jaloux de sa femme, de sa fille. Et on a torturé des hommes dans la Casbah devant leurs femmes, devant leurs enfants. Tout cela doit meubler notre conscience, notre esprit et notre mémoire pour faire le procès du colonialisme, pour lui dire, colonialisme, vous avez utilisé des choses immondes. Et pour avertir la conscience humanitaire, la conscience française, l'opinion française, pour dire attention, Français de France, nous les Algériens, nous n'avons pas développé la haine contre le peuple français. Nous avons pris les armes pour faire abattre un système qui s'appelle le colonialisme. Aujourd'hui, il faut agir avec intelligence, avec vigilance pour sensibiliser l'opinion française, parce que ce qui se passe aujourd'hui en français, c'est cette montée de l'extrême droite. Et laquelle extrême droite, animée par la fille d'un tortionnaire qui s'appelle Jean-Marie Le Pen. Le dernier livre que j'ai exploité pour terminer mes travaux, il vient de paraître en 2024 à Paris, où Le Pen a été rattrapé par l'histoire pour dire ce lieutenant s'est engagé pendant 6 mois à Alger. Comme volontaire, hein? Comme volontaire, oui, il a passé 6 mois, il est rentré chez lui, comme député à l'Assemblée française. Mais il est venu prédisposé à pratiquer la torture contre les Algériens, avec cette haine de l'arabe. Le dernier tensionnaire à être rattrapé par l'histoire, c'est Jean-Marie Le Pen. Donc, l'écriture historique est une notion perpétuelle, on doit sensibiliser un peu l'université algérienne, nos jeunes, l'école algérienne, l'université algérienne doit fournir de jeunes historiens qui se mettront à travailler sur le sujet. Alors, on a évoqué quelques tortionnaires, les lieux, et puis vous avez les méthodes. Ah, les méthodes. Les méthodes, c'est multiple, hein, c'est multiple, mais il y en a 2. Les plus... Oui, qui ont été utilisés à outrance. Les Français appellent l'une la gégène. La gégène, c'est quoi? C'est la torture par l'électricité. Et la gégène, c'est la génératrice. C'est la génératrice? C'est la génératrice d'un courant électrique qui est utilisé dans la campagne par l'armée française pour servir
un réseau de transmission. L'énergie électrique est fournie par cette génératrice que les tortionnaires ont appelé GGEN, hein, un diminutif, GGEN. La torture, la baignoire. Baignoire entre les guillemets finalement. Hein. Qu'est-ce que c'est la baignoire? C'est un récipient, c'est une bassine où il y a des eaux malsaines, hein, où on enfonce la tête des suppliciés jusqu'à l'étouffement. Alors le ventre est gonflé et quand on veut suspendre l'étouffement supplicié, on lui retire la tête de cette bassine qu'on appelle baignoire, mais il n'arrive pas. Et puis je vous dirai une chose, M. Arab Hassan, c'est que beaucoup de suppliciés, beaucoup de militants algériens ont succombé aux tortures, à l'électricité par la génératrice de courant électrique. Et quand ils n'ont pas à leur disposition le GGN, on n'a pas hésité à utiliser le courant, le 120 volts. Hein, le 120 volts, hein, on n'a pas hésité. Alors le courant électrique, par pudeur, je ne dirais pas l'application des électrocodes au niveau des parties les plus sensibles du corps, ça produit une énergie électrique qui fait mal, atrocement mal, mais qui ne laisse pas de traces. Et ça a été une astuce de l'armée française, craignant que les missions de la Croix-Rouge découvrent qu'on torture dans ce pays. La baignoire non plus, elle ne laisse pas de traces, mais beaucoup ont étouffé parce que le cœur avait flanché sous le courant électrique, l'électricité, et sous l'étouffement. Encore une parenthèse. C'est les tortionnaires qui vont se faire assister par la médecine, par les docteurs. Et quand la médecine assiste la torture, c'est inacceptable. Parce que le docteur est là pour apaiser la douleur chez un être humain, pas pour permettre aux tortionnaires, quand ils abîment un corps et qui est sur le point de périr, de succomber, on appelle au secours le médecin, qui va lui administrer une injection pour le remettre en forme, entre les guillemets, en forme pour le remettre aux séances de torture. Voilà un peu encore une page qui a été traitée par Raphaël Branche, mais qu'il va falloir encore puiser, approfondir, pour dire aux Français, mais comment vous utilisez la médecine dans les séances de torture? Alors, vous avez travaillé sur un torturé, donc, et qu'on a torturé au chalut, qu'on a brûlé au chalut. Donc, alors, les méthodes, oui, les méthodes. Oui, c'est Hassan Arab. Je vous dirais que on faisait pénétrer entre l'angle et la chair des épingles. Oui. Et ça fait, c'est douloureux. On a fait subir une souffrance à Djemel Amrani. Djemel Amrani, il est appréhendé, arrêté parce que son beau-frère, Ali Boumounjil, a été inculpé, arrêté. Donc, Djemel Amrani, le poète, l'homme paisible, il va être lui aussi qualifié de suspect. Il était bouleversé. On le ramène et on le méprise. Voilà l'intellectuel. Déjà le tortionnaire, l'officier français, il est déjà complexé parce qu'il a en face de lui un homme lettré, un homme intelligent, un homme de lettres, poète. Il dit, l'intellectuel, en disant l'intellectuel avec mépris. Et première séance de torture, c'est qu'on va utiliser une paire de pinces. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. الله أكبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. Par les brûlures, entre autres, un leader, un grand homme qui a accepté tous les sacrifices, c'est Aïssat Idir, brûlé au chalumeau, parce que l'UGTA, fondé sur insistance de M. Abba Ramdan, qui dit à Aïssat Idir, il est temps de créer une centrale indépendante de la CGT, une centrale nationale qui va s'appeler UGTA, créée le 24 février 1956, défaite, disloquée et démantelée en mai 1956 par Robert Lacoste. Tout le bureau est décapité, Aïssat Idir et transite par plusieurs centres de torture. Parce que son nom va figurer au mois d'août dans la liste des membres du CNRA, prévu par le Congrès de la Soumam. Son nom figurait, alors qu'il a été arrêté au mois de mai, antérieurement au Congrès de la Soumam. Les Français n'ont pas hésité à dire « Ah, nous avons une belle prise, ce monsieur, c'est un responsable, on va torturer sans pitié ». Et comme la justice était impuissante de trouver des preuves pour l'inculper, on l'avait libéré en 1959. De 56 d'un centre de torture à un autre, il va être enfin libéré en 1959, mois de juillet, je crois. Il va être kidnappé par... Le jour même de sa libération. Oui. Il va être kidnappé par Yves Godard. Encore un an sinistre dans la torture et l'exploitation des renseignements entre guillemets. Il va être arrêté, torturé et brûlé au chalumeau. Brûlé au chalumeau, on va encore une fois l'accuser, Aïssat Idir, cet homme, ce brave homme, militant de la première heure. On va l'accuser d'avoir utilisé une cigarette que son matelas avait brûlé. Encore le mensonge ignoble contre Aïssat Idir va périr au mois de juillet 1959
par la volonté ignoble d'Yves Godard, qu'on va retrouver dans l'OS. Et Yves Godard, à propos de terminologie, il parle de la bataille d'Alger sous Massu. Il parle de la bataille d'Alger sous son commandement. Et il parle de troisième bataille d'Alger de l'OS. Alors comment ce personnage haineux de l'Algérie, nous allons, nous Algériens, utiliser son vocabulaire, bataille d'Alger. Je refuse. Il y a Gilbert Meunier, honnête historien, qui n'a jamais parlé de bataille d'Alger. Et tous les historiens ou journalistes conscients mettent bataille entre les guillemets. D'autres ne le font pas. Je ne suis pas aujourd'hui en mesure d'accepter cette terminologie pour dire bataille. Je dirais exaction, je dirais torture, je dirais mise à sac, je dirais... Ahmad, comment vous expliquez que nous savons que officiellement la torture a été abolie dans le dispositif réglementaire français en 1899, je pense, bien avant donc la fin du 19e siècle, et puis elle sera pratiquée toute la colonie d'ailleurs. On abolit officiellement des choses, on y revient, on a bien aboli l'esclavagisme, on a bien aboli l'esclavage, mais avec Napoléon Ier, il revient, l'esclavage revient, et Napoléon avait donné instruction pour qu'on affame des chiens dangereux, on affame des chiens pendant un mois, un peu plus, et les libérer, les lâcher pour dévorer d'anciens esclaves qui tentaient de s'évader. Et alors, à propos des chiens, je reviendrai sur l'utilisation des chiens contre les suppliciés algériens. Dans la région de Tiarat, un bousquin, un shahid, a été dévoré par les chiens. Il y a dans les camps de concentration, tous les camps de concentration, j'ai oublié le nom, le nom d'une concentration que je consigne dans mon ouvrage, où les Algériens ne pouvaient pas s'aventurer à quitter leur tente pour aller se soulager, mais ils risquaient d'être dévorés en cours de route par des chiens. Les chiens, c'est souvent affamés. C'est le camp de concentration de Cité Sarter, où il y avait un chien, donc un berger allemand qui a été justement formé. Et c'est des molosses qui vous dévorent. Exactement. Oui. Donc c'est un autre procédé également. Un autre procédé, le chien. Alors, la conclusion donc de votre travail de recherche par rapport donc à la pratique de la torture en Algérie. Avant la conclusion, j'ai parlé tout à fait au début du drame. Il y a le drame de la folie. Beaucoup de suppliciés sont devenus fous, ont perdu la raison. Celui qui en parle le mieux que moi, c'est Abdelhamid Benzine. Benzine, oui. Dans le camp et dans l'Ambèze. Et dans l'Ambèze, des Algériens qui ont perdu la raison pendant les séances de torture continuent à être torturés de nouveau parce qu'ils avaient perdu, ils ont des troubles mentaux, ils ne savaient plus ce qu'ils faisaient, ce qu'ils disaient. On continuait à les battre au lieu de décider, au lieu que le régime colonial décide que ces gens-là, ces êtres humains, sont dépossédés de la raison. Le mieux à faire, c'est de les faire admettre dans une institution qui s'appelle l'hôpital psychiatrique pour leur administrer un traitement adéquat. Eh bien non, on l'a pas fait. Abdelhamid Benzine parle de tous ces fous, entre les guillemets, qui ne savaient plus ce qu'ils disaient et ils continuaient à être maltraités par les geôliers, par les geôliers. Alors la folie, succomber, mourir sous la torture, étouffé dans les... D'ailleurs, dans certains camps, puisqu'on parle des camps de concentration, la France avait mobilisé certains anciens nazis. Benzine en parle, il disait qu'ils pratiquaient donc... Effectivement, dans un centre
dans un centre, j'ai oublié le nom de ce centre, le directeur est un ancien nazi. Est un ancien SS. Ouais. L'ancien SS à Jnin Bourizk, je crois que avant l'insurrection de novembre 54, à Jnin Bourizk, il y avait un ancien SS. Ancien SS en 1945, au mois de mai 1945. Ouais. On avait libéré des Italiens. Les Italiens, c'est l'axe Mussolini avec Hitler. Et des fascistes italiens, pour la précision. Oui. Comment? C'était des fascistes italiens. Oui, oui. Bon, on a libéré des Italiens, on leur a donné des armes pour participer à l'hécatombe contre les Algériens. Donc, voilà un peu cette méthode-là. L'ancien adversaire, l'ancien ennemi est mobilisé pour sévir contre les Algériens. Je dirais qu'il y a beaucoup de pages à exploiter, beaucoup de dossiers à exhumer pour la conclusion. Avant de conclure, donc il y avait la torture physique, donc qu'on faisait subir donc aux suppliciés, et puis il y avait la torture morale, donc l'isolement. Et il y a tout un travail psychologique qui se faisait notamment dans les SAS et dans les prisons de l'armée française. Un psychanalyste, un psychologue, un psychiatre répondrait mieux que moi sur cette question. Ouais. Elle est très importante. Elle a été évoquée par Alice Cherki, psychiatre de son état, collaboratrice, très proche collaboratrice du docteur France Fanon Ablida. Elle parle de cette situation de refoulement de la souffrance. Souffrance qui, d'après une nièce psychologue qui me dit, Monsieur Belkhouja, tonton Belkhouja, la souffrance est personnelle. Ouais. Ce qui explique aujourd'hui un peu cette hésitation des anciens suppliciés, et surtout chez la femme. Hein. Je reviens toujours à la femme. Hein. La souffrance chez la femme elle est plus accentuée, plus ressentie que chez un homme. Alors, la souffrance morale, c'est ce traumatisme qui va accompagner un être humain, une femme, jusqu'à leur tombe. Parce que le traumatisme moral, la souffrance physique, la blessure physique, elle guérit. Hein, supposons, elle guérit. Hein. Il y a des plaies physiques qui guérissent. La plaie morale, inguérissable. La plaie morale, inguérissable. Je vous citerai avec respect à sa mémoire. C'est Boya la Noire, Boya el Kahlav, infirmière de la wilaya 4 que le commandant Azdin avait connu. Boya la Noire, Boya el Kahlav, qui fait la confession de la blessure morale à Florence Bouger. Florence Bouger, auteur d'un livre très intéressant, bien fourni, bien travaillé. C'est une guerre sans gloire. Ouais. Ça, c'est bien dit. Hein? Il n'y a pas la guerre d'Algérie pour les Français. Il n'y a pas de quoi revendiquer la gloire. Il n'y a pas de quoi revendiquer la gloire. Une guerre sans gloire. Et elle avait discuté avec Boya la Noire. Les femmes algériennes, prisonnières qui ont subi la torture, n'ont jamais accepté de se confier à Daniel Min Amran. C'est la fille de Jacqueline Guérouche, qui a fait la prison à Serkaji avec un peu tout le monde. Les témoignages fournis par les femmes, il y avait cette abstention que d'évoquer le séquelles moral. Sauf que Boya la Noire va le faire avec Florence Bouger, qui lui dit: Florence, ma chère Florence, dites-le, il faut l'écrire pour dire ce que nous avons subi, surtout nous les femmes, parce que nos corps sont fragiles. Ce sont des pages
Alice Cherki explique un peu ce refoulement. C'est pour ça que j'ai dit que les psychanalystes et les psychologues répondraient mieux que moi. Parce que dans la recherche, dans les travaux... Avec on a coupé les doigts. Oui. Ouais. Donc, pour revenir à ces séquelles morales, c'est qu'il y a cette difficulté pour le chercheur, pour l'historien, de ramener une femme ou un homme qui a subi la maltraitance de l'armée française pour le défourement. Parce que tant qu'il n'y a pas de défourment, il y a ce malaise qui va accompagner l'être humain jusqu'à sa mort. Donc il y a un obstacle, c'est ce mutisme. Mutisme-là, il a ses raisons, les raisons, la pudeur, c'est important chez un être humain, chez l'arabe, chez le musulman. La pudeur nous empêche des fois de nous confier. Et Alice Cherki, qui nous dit que chez le moujahid algérien, il a accroché la médaille de bravoure à la place de la cicatrice, à la place de l'affront moral qu'on lui a fait. Donc, les travaux sont encore en cours, il faut le faire, il faut continuer parce qu'il y a très peu de travaux sur la torture en Algérie, hein, à part Benzine, Ben Youssef Ben Khadda, Medjadi. Chez les Français, il y a beaucoup de travaux. Et beaucoup de témoignages. C'est-à-dire avec 30 ans après l'indépendance de l'Algérie, beaucoup de militaires français ont ressenti ce devoir de confier ce qu'ils avaient accompli d'une manière malsaine chez nous à des historiens. Beaucoup de tortionnaires ont eu ce besoin de confier un peu ce qu'ils ont fait, Chez nous, c'est encore le mot de la fin, Amar Belkhouja. On dit que... Le mot de la fin, oui. Le mot de la fin, c'est rendre hommage à la révolution algérienne et rendre hommage à tous ceux qui ont accepté le sacrifice, rendre hommage à ceux qui sachant qu'ils vont être torturés, ils vont dire ben tant pis, tant que pourvu que notre pays sera un jour indépendant. C'est ça la force morale, la force de résistance de ce peuple valeureux et de son avant-garde, hein. La torture qui va être exportée en France aussi, hein. C'est encore un livre, La Gangrène, écrit et décrit un peu ce qui s'est passé en France. La guerre a été transplantée en France grâce aux valeureux combattants algériens, mais les Français aussi ont transporté la torture en France. L'hommage, et puis sensibiliser notre jeunesse, sensibiliser la jeune femme algérienne, le jeune homme algérien, pour dire soyons sensibles et gardons une attache solide avec ce passé, parce que ce passé regorge de sacrifices, regorge de gloire, regorge aussi de souffrance. Je te remercie vivement, Amar Belkhouja, d'avoir évoqué avec nous la torture et les tortionnaires pendant la guerre de libération nationale. Je remercie également